comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est Mme Evrim Ostur qui est de l'Agence européenne de l'environnement. La conférence va être donnée en anglais, là, donc ça va être pour la biographie, ça fait exactement ça aussi. Evrim Ostur joined the European Environment Agency in 2017. As the expert for air quality, she's responsible for EEA's work related to air quality e-reporting and assessment, including data handling, data management, and health impacts of air pollution. In addition, Evrim is the leading EEA's work on urban air quality assessment activities, joint EPA network EEA citizen science work, and on projects addressing air pollution mitigation policies. Evrim has a broad experience in the environmental field. She holds a master's degree in environmental engineering and extensive knowledge on air quality modeling. She's worked in the public sector at governmental levels, environmental consultancy, and with multinationals in the air quality assessment and management area before joining the EEA. So without any further ado, Ms. Osturk, please. Thank you so much, Yani, and also thank you for your kind invitation to this WebEx meeting. So thank you also to the organizers for their invitation. So I will share my screen if I can manage. Can you see my screen? Not yet. Okay. Today I would like to present you the air pollution mitigation measures that are implemented across Europe. Graham? So, yeah. We don't see your screen, so can you really? try to share it at the time? Okay, let me see. Okay, this is good now. Yeah. Can you see it? Okay, that's good. So you can put it in full screen and yeah, let you go. Thank you. Today, throughout my presentation, I will focus on basics of air pollution to introduce you to the topic. If some of them are far away from this topic, so it will be an introduction for them. So I will focus on EU policies on air pollution and our main products in this area, air quality reports across Europe. So I will share the 2020 findings, although we haven't published this report yet. And I will focus on the mitigation measures to improve the air quality, and I will conclude the presentation. As you all know, I put this slide because, as you know, atmospheric chemistry is rather complex. Therefore, I put this slide here to show you the differences between emissions concentration and also exposure. These are the terms that we used in the EU legislation also. And air pollutants, as you see here, are emitted both from man-made and natural sources as emissions due to different sources, burning of fossil fuels in electricity generation, transport, industry, and households, industrial processes, agriculture, waste treatment, and also natural sources such as volcanic eruptions, desert dust, sea salt spray, and emissions of volatile organic compounds from plants. So we have a variety of different sources. So these different pollutants, when they are emitted from these sources, they react in the air and they transform into different chemical pollutants, like, for example, ozone as a secondary pollutant when there is sunlight, and the VOCs, other pollutants. And with the impact of the meteorology and topography, these are dispersed in the air, and on the ground, we measure these pollutants as concentrations, and they are impacting not only human health, also the environment. So having said this, when we look at the air pollution policies in the scope of Europe, we have the legislation is based on two pillars.
The first one is emissions, as you see here in this slide. When we look at the EU legislation framework on emissions, we see that National Emission Reduction Commitments Directive, which was published in 2016, and it aims to reduce basically 5 pollutants: SO2, NOx, non-methane volatile organic compounds, ammonia, and PM2.5. And we set ceilings for these pollutants, and the countries are required to report their national clean air programs in order to reduce these emissions, in order to comply with their reduction commitments. And they have some objectives also for 2020 and 2030. And when we look at the legislation on emissions, there are also sectoral legislation which are focusing on the emissions from transport, industry, combustion, and products. And also at international level, we have the Convention on Long-Range Transport Air Pollution, which also aims to reduce the emissions through the protocols, mainly the Gothenburg Protocol, which aims to reduce the emissions of selected pollutants across Europe. And when we look at the air pollution policies on air quality, we see the main framework directive and the fourth daughter directive, which is focusing on toxics. These directives are setting legal standards and objectives for 13 pollutants actually. And in terms of the legislation, the countries are assessing their air quality in their zones or agglomerations, and they measure the air quality and they do assessments by using other tools like models. And they are preparing short-term action plans and air quality plans to improve the air quality in their territory. And they also share this information to the public. So they collect these data, air quality data, and report to the Commission through the agency, European Environment Agency, and they are also obeying the rules which are set in the implementing decision on reporting. And also these directives set air quality standards across Europe. All the countries should obey these rules for different pollutants, let's say, for particulate matter, ozone, NO2, and other pollutants. Here, as you see, we have different air quality standards in the EU and also World Health Organization ambient air quality guidelines. And we have different averaging periods, hourly, daily, annually. According to these reported air quality data, we published every year air quality assessment across Europe. As I said, the latest one will be published in the following weeks with a special chapter on COVID-19 in order to show the effect of the lockdown measures on air quality. When we look at the emissions trends throughout Europe, we can see that actually we have problems with ammonia because we have a very, very small reduction in ammonia due to agriculture sector, and I will show you in the next slide. And we have also problems with the reduction of particulate matter across Europe, as you see here in the trends throughout 18 years. As I said, the emissions are not equally decreased from each sector. As you see here, particulate matter are mainly due to the residential, commercial, institutional combustion. That's why we see that here in the red circle, we see that there is a less reduction in this sector in terms of especially PM and black carbon.
And when we look at the agriculture, the least reduction is in the ammonia emissions. And also we have less reduction in particulate matter. When we look at the European emissions from different sectors, we saw that the sources are the sources varied according to the pollutants. Here, as you see, for example, for particulate matter, mainly it comes from the residential and commercial institutional combustion. But when you look at the NOx, mainly it comes from the road transport. That's why the governments are taking measures focusing on these sources. According to the latest findings in 2020 air quality reports, as you see on this map, we presented the daily PM10 exceedance values here. And in the eastern part, as you see, we have many exceedances, daily exceedances of PM10. And here, as you see at country levels, these are the countries in the Eastern Europe that have problems with particulate matter 10 at daily basis. So we have in total 20 member states and 6 other reporting countries, member countries of EAA that are exceeding the daily limit values of PM10. So when we look at the distribution of the type of the stations, we see that most of the exceedances are in urban stations. So 19% of the reporting stations have exceedances in terms of PM10 daily concentrations. When we look at the PM2.5 across Europe, again, we see that we have problems in the eastern parts, Eastern Europe, and also in the northern Italy, particularly in Po Valley. And we have the exceedances in 6 member states and 2 other EAA member countries exceeding the annual limit value for PM2.5. Only northern countries can have compliance with the World Health Organization air quality guidelines. And most of the stations, again, are urban stations that have exceedances, and 40% of the reporting stations exceed the annual concentration of PM2.5, annual limit value of PM2.5 in 2018. And when we look at the NO2 concentrations, which is also linked directly to the road transport, we can say, we see that all Europe have exceedances, especially in the cities, in the European cities, since, as I said, this is really closely linked to the traffic issue. And we have 16 member states and 3 other reporting countries exceeding the annual limits value. And in this slide, I put the urban population exposure to air pollution between 2016 and 2018, as we have differences between EU standards and World Health Organization air quality guidelines. You see that most people are exposed when we take into consideration the World Health Organization guidelines, and mostly people are exposed to particulate matter, ozone and benzoapiren across Europe. So we are also looking to the health impacts of air pollution in our air quality reports in terms of premature deaths, and we can say that 500,000 premature deaths in Europe each year due to the long-term exposure to PM10, we have the 500,000 premature deaths across Europe. And this is also in the EU 28, the number is almost the same. And in order to improve the air quality in Europe, the member countries are obliged to develop and implement
air quality plans and measures in the zones, agglomerations, where these concentration of pollutants exceed the EU standards. And also, if the quality is good, air quality is good, they also need to maintain this good quality. And they also report air quality plans and measures in order to maintain this good air quality. So these plans and measures also should be in line and integrated with the air quality, with the national air programs, which the countries should submit under the NEC directive. So integrated national energy and climate plans under the regulation on the governance of energy union and climate action should also be considered in terms of their capacity to reduce the emissions of air pollutants. And as I said at the beginning of the presentations, through the IPR decision, the countries should report these air quality plans and measures to the European Commission through European Environment Agency. So when we look at these air quality plans, we see that most of the measures are aimed to reduce concentrations and the number of exceedances in terms of PM10 and NO2. Because as I showed you, most of the emissions, PM10 emissions and NOx emissions are due to the sources of road traffic, road transport, and also residential combustions. So most reported measures address these sources. And as I said, we also analyzed these air quality plans, and we saw that most of the measures in the road traffic sectors are aiming to reduce the NO2. But we have also other sources that these measures are targeting, such as agriculture, industry, and also shipping, and also off-road machinery. So we have different measures targeting different sectors. But as I said, most of the measures are targeting the transport sector. When we look at the implementation of these measures, they are implementing at local level. And when we look at the time scale of these implementation of these measures, we see that most of the measures are aiming to be implemented in the long term. And mostly the local authorities are responsible to implement these measures. We also performed 2 projects in some of the European cities in order to better understand the best practices of the measures. So we worked with 10 cities, as you see on this map, in 2013 and 5 years later in 2018. And also we would like to understand what are their implementation challenges during the implementation of these measures. So we saw that actually we see that these cities implementing different measures targeting different sources. So there is no specific measure that fits to every city, we can say. So we also saw that after 5 years, they are still implementing the same measures, but in addition to these implemented measures, they also planned additional measures in their cities. But as you see in this graph, mostly they are targeting the measure is district heating. They are implementing, and also they are targeting the energy efficiency. They are targeting the residential buildings, and also they are also implementing low emission zones, congestion charges, and they are also promoting cycling. When we look at the good practices across Europe in these cities, among these cities, we saw that Dublin extended the ban of smoky coal from local level to national level. So as you see here, not always
the implementation goes from national level to local level. Here, as you see, it goes from local level to the national level. So when they saw that it also costs less in terms of human health, costs, they tried to extend the implementation area of banning the coal throughout the country. Another good example is from Milan. As you see here, the congestion charge area in central Milan, and they also saw side effects of this practice in their cities. So when they implement this measures, they saw that there's a decrease in traffic like 30%, and because the citizens start to use public bike sharing, and also they extend the bike roads. So we saw that there are also side effects in order to push the people to use different modes of transport. This measure also increased the private car sharing schemes with the incentives of free admission to the congestion charge and allowing free parking in the city centers. So in conclusion, we can say that EU policies are working. However, we cannot see the reduction of emissions. As soon as we reduce the emissions, we cannot see the air quality improvements as a direct result. So air quality is slowly improving as a direct result of the past and current policies, especially on targeting the emission sources and technological improvements. However, air pollution remains responsible for almost 500,000 premature deaths. So it's still on the agenda. So it continues to damage vegetation and ecosystems. And we have also we saw that effective air quality policies require action and cooperation at different scales. Both at European scales and national and local levels. So we need systematic solutions that should be consistent with the World Health Organization air quality guidelines if we would like to achieve the EU's 2050s vision. So I came to the end of my presentation. If you have any questions, I will be pleased to answer. Thank you. We actually have two questions from the public. The first one is from Mireille Bonin. She asks, are there conflicts of jurisdiction in the implementation of measures to reduce the air pollution? Are there any? Sorry? Conflicts of jurisdiction between countries and, say, the European agency. Actually, yes, good question, because we saw, as I said, that different air quality monitoring stations. So the implementation differs a lot among the countries, and also they have different challenges, as I mentioned in the presentation. Okay, thank you. The second question is about ultrafine particles. Can you talk about the situation in Europe? Do European cities monitor UFPs, and what are the results? Although there are no standards in the EU legislation, actually we saw that in this urban pilot projects that cities are trying to monitor ultrafine particles as well, because they know that it's closely linked to the health problems due to air pollution. So although they are not in the EU legislation, they are monitoring these pollutants as well. Thank you. We have a third question that just came in. Have investments in new subway, tramway lines decreased air pollution? You were talking about mitigation measures earlier. Sorry, I couldn't get it. Okay. Have investments in new subway and tramway lines decreased air pollution significantly?
Yes, actually, public transport, increasing the public transport is really important at European scale. And with the European Green Deal, again, the objective of the Commission is to look at closely to the transport sectors in the cities, and they're trying to increase the public transport usage in order to reduce the private car use in the cities. Right, thank you. Pour les participants, si vous avez des questions à poser, ce serait le temps. Sinon, on peut les poser plus tard aussi. Il n'y a pas de problème. Et Gianni, je vais donner la parole à Alexandre Pilote. D'accord. Je voulais poser une question. Alexandre, si tu veux poser ta question, enlève ton muet et tu peux la poser verbalement. En anglais, bien entendu. Pas de signal, Alexandre. Bon, sinon, tu peux utiliser la section Q&A et puis Evrim, you can answer question in this specific questions. So during the other presentation, you can type an answer if someone has a specific question. So thank you, Jenny. I'll leave you the. Thank you. So if it is in English, no problem for me. Yes, you can write in the chat box. Thanks. Otherwise, I can translate. Shouldn't be too much of a problem. Okay. Donc, le deuxième conférencier, c'est M. Jean-François Banville d'Environnement et Changement climatique Canada. Il travaille à la Direction générale de la protection de l'environnement. Sa présentation va faire un survol de la réglementation fédérale qui est actuellement en place en matière de pollution atmosphérique, son évolution depuis déjà les 50 dernières années. M. Banville est diplômé en génie chimique de l'École polytechnique de Montréal. Il travaille depuis plus de 30 ans dans le domaine des enjeux atmosphériques pour Environnement Canada. Il a contribué au développement et à la mise en place de plusieurs règlements et programmes de réduction des émissions pour une grande variété de secteurs tels que les combustibles, les alumineries, le nettoyage à sec, le chauffage au bois et ainsi de suite. Récemment, M. Banville a contribué au développement de la loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre. Merci. Merci, Jenny, et merci pour l'invitation. Ça me fait plaisir d'être ici aujourd'hui et de vous présenter. Là, je vais partager mon écran. Je pense que ça va être plus facile comme ça. Voilà. Okay. Voilà, est-ce que tout le monde voit bien l'écran? C'est parfait. Merci. Donc, la présentation aujourd'hui s'intitule « La réglementation fédérale de la pollution atmosphérique, 50 ans déjà ». Donc, c'est déjà, en fait, bientôt 50 ans du ministère de l'Environnement du Canada, l'année prochaine, en fait. Donc, j'ai cru bon de faire une présentation sur ce sujet-là et de remonter un peu dans le temps, voir un peu l'historique de ce qui a été accompli et voir maintenant les progrès qu'on a réalisés depuis. Donc, là, je vais essayer de juste ramener ma souris sur l'écran. Voilà. Donc, en fait, la présentation, le plan de la présentation va un peu comme suit. Je vais faire un petit historique de la réglementation fédérale. Je vais parler aussi de notre principal outil législatif là, au Canada, légal, en fait, qui est la loi canadienne sur la protection de l'environnement et l'importance de la substance dans cette loi-là. Des règlements aussi qui composent la loi, ainsi que le chemin parcouru et ce que nous réserve le futur. Alors, c'est sûr que c'est bon de retourner un petit peu dans le temps. Puis là, évidemment, ce n'est pas pour rien que j'ai mis cette photo-là en background que vous voyez, qui est très connue, je pense, qui date de 1968. Un des astronautes d'Apollo 8 a aperçu le clair de terre, si on veut, là, ou le lever de terre, comme le titre de la photo l'indique, Earthrise. Qui est aussi un moment charnière, je pense, dans la compréhension, je pense, de l'être humain
et de l'impact de l'environnement, de ces activités sur l'environnement, et de voir la planète comme ça au milieu de l'immensité noire de l'espace. Je pense que ça fait réaliser à beaucoup de gens le besoin important de la protéger. Et donc, c'est peut-être pas une coïncidence, parce que quelques années plus tard, il y a eu le premier jour de la Terre. J'ai mis aussi l'affiche qui est à votre droite, là. Et ce que ça dit, c'est « We have met the enemy and he is us ». Donc, on a réalisé que finalement, l'humain avait un impact important sur la qualité de l'environnement, sur la qualité de l'air, etc. La qualité de l'eau aussi. Donc, pour faire un bref aperçu de l'historique, je dirais qu'avant les années 60, la pollution atmosphérique était principalement un problème d'ordre, on pourrait dire, municipal ou local. Puis ça a été bien décrit dans des documents là, qui datent des années 20, là, notamment le Smoke Problem of Great Cities, là, qui a été fait par un Anglais dans les années 1925. Les événements de smog urbain qu'on a tous entendu parler, là, dont vous voyez ici une photo dans le background là, du smog à Londres en décembre 1952, là, le fameux événement où c'était comme la noirceur en plein jour, tant la quantité de particules dans l'air est importante. Donc, c'est un peu normal qu'avant ces années-là, avant les années 60, 50-60, c'est grosso modo, c'est moi qui ai arbitrairement mis une date, ou une décennie, je devrais plutôt dire, bien, c'était plutôt, la pollution atmosphérique était plutôt de nature municipale ou de juridiction municipale. Et donc, les problématiques liées à la qualité de l'air étaient plutôt urbaines et locales. Mais après les années 60, les États ont commencé à réaliser la nécessité de réglementer. Et notamment, un des premiers États à réglementer en matière de qualité de l'air est le Parlement anglais, l'Angleterre, donc en 1956 avec le Clean Air Act. Mais c'est sûr que, comme je mentionnais tout à l'heure, ça faisait quand même quelques années déjà qu'il y avait des problèmes de pollution atmosphérique. On note, j'ai mis en bas à droite l'échelle de Maximilien Rigelman, qui permettait, qui est un Français, là, qui est un ingénieur agronome français, qui travaillait à Paris à la station d'essai des machines. Et il a développé plusieurs choses. C'était quelqu'un d'assez polyvalent. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent l'effet Ringelmann, là, qui est plus au niveau de la productivité d'un groupe, là. Donc, plus il y a de personnes dans un groupe, moins le groupe est productif. Donc, c'est ce qu'on appelle l'effet Ringelmann. Mais cette personne-là a aussi développé une échelle de densité des fumées en 1888. En fait, il a élaboré les principales lignes en 1988, puis il a fallu attendre quelques années après avant d'avoir le dessin là, qui est démontré ici, là, donc de densité des fumées, de façon à caractériser les émissions atmosphériques. Donc, c'était vraiment, on pourrait dire, les premiers débuts. Et vous avez aussi à droite, dans le bas, un article du magazine Maclean's qui est sorti en 1949, là, du 15 avril 1949, où on expliquait un peu toutes les activités reliées à la pollution atmosphérique des différentes municipalités au Canada. Et j'ai entouré ce qu'on disait sur Montréal, là, qui, en gros, vous pourrez le lire, là, mais qui disent que, bon, après 15 ans d'efforts, il n'y a pas eu tellement de succès au niveau de l'amélioration de la qualité de l'air à Montréal. Et on fait même référence à un livre de Gabriel Roy, là, Tin Flute. Là. Donc, puis on remonte à 1949. Donc, ce n'est pas d'hier, bien sûr, que la pollution de l'air existe et que les inconvénients de celle-ci, ont mené au développement de réglementation. Mais au Canada, je dirais, un des facteurs, je pourrais dire, un peu cruciaux à la blague, là, ou important, qu'on pourrait dire, c'est la Coupe Grey qui est arrivée à Toronto le 1er décembre 1962. C'est quand même humoristique un petit peu, mais ça peut être
vu comme un facteur déclencheur au niveau canadien de la compréhension, ben, peut-être pas la compréhension, mais en tout cas de réaliser qu'il y a aussi effectivement une pollution atmosphérique au Canada, qui est de façon plus globale et même transfrontalière. Et en fait, c'est une photo là, que vous voyez en background de la Coupe Grey de 1962 où le 1er décembre, la partie, c'est un samedi. À cette époque-là, ça se jouait le samedi. Et c'était Hamilton contre Winnipeg. Et puis, ils ont dû arrêter la partie parce que, les spectateurs à la télé, les spectateurs sur place, les joueurs ne voyaient plus le ballon, ne voyaient plus les joueurs, les autres joueurs des autres équipes. Les receveurs de bottées y allaient au son pour trouver le ballon. Donc, évidemment, ça a causé bien des problèmes. Donc, ils ont dû annuler la partie, la remettre au lendemain. Finalement, je pense que c'est Winnipeg qui a gagné 28-27 pour ceux qui ça intéresse. Mais tout ça pour dire que, bon, c'est l'année d'après, ça a été la première étude au Canada de pollution transfrontalière. Donc, la fameuse étude Détroit-Windsor, qui a été faite en 1963 pour un peu évaluer le transport à distance ou transfrontalier des polluants atmosphériques. Donc, c'est sûr qu'il y a une responsabilité locale, mais il semble aussi avoir une responsabilité fédérale, puisque, évidemment, tout ce qui passe la frontière est de responsabilité fédérale. Donc, parmi les premières lois qui ont été développées, il y en a principalement deux. La loi nationale sur les transports, en 1966. En fait, la loi sur les transports date de beaucoup plus longtemps que ça, mais le règlement sur la pollution de l'air et la lutte contre la fumée, lui, date de 1966. Encore là, c'est pour ça que j'ai mis la petite charte en bas à droite. C'est la fameuse carte des fumées du ministère des Transports. Donc, c'est avec ça qui vérifiait disons, qui s'assurait de la conformité au règlement au niveau de la densité des fumées pour les trains, pour certains incinérateurs, mais c'était relié aux activités là, des ferroviaires et les feux extérieurs aussi là, pour les activités ferroviaires. Il y a aussi la loi sur la marine marchande là, qui date de, mon Dieu, la loi sur la marine marchande, je pense que ça date de 1936, c'est très vieux, mais en 1970, eux aussi ont sorti un règlement sur la pollution de l'air pour encore là évaluer la densité ou limiter la densité des fumées des navires. Donc, ces deux lois sont les débuts, on pourrait dire, de la réglementation fédérale en matière de pollution de l'air au Canada. Et donc, par la suite, tout s'est mis à s'enclencher, notamment on a développé une loi sur la lutte contre la pollution atmosphérique en 1970. Donc ça, c'était vraiment une des premières lois là, officiellement qui visait, une première loi fédérale qui visait la pollution atmosphérique, donc qui évidemment, après la réalisation qu'il y avait un problème, il fallait faire quelque chose. Bon, c'était une des premières solutions législatives ou légales qui a été réalisée par le gouvernement fédéral à l'époque. Et parmi les premières réglementations comme telles, évidemment, il y a le plomb dans l'essence en 1973, donc le règlement sur le plomb dans l'essence, qui limitait à cette époque-là la quantité de plomb dans l'essence des automobiles et qui a vu la fin finalement de la teneur en plomb là, en 1990. Donc, depuis 1990, il n'y a plus d'essence au plomb dans l'essence vendue pour les automobiles. Il reste encore quelques exceptions, je pense, aux courses automobiles ou des petites affaires comme ça, des secteurs comme ça. Je pense qu'il y avait encore les avions, certains avions à piston avaient quand même encore une exclusion à ce niveau-là. Maintenant, il y a 4 aussi règlements qui visaient l'industrie, notamment les fonderies de plomb de seconde fusion en 1974, les mines d'amiante en 1977, la production du chlore qui utilisait des électrolyseurs au mercure en 1978 et la production de chlorure de vinyle, donc l'industrie pétrochimique, si on veut, là, chlorure de vinyle en 1979. Il faut mentionner que ça, c'était les premières réglementations canadiennes qui visaient des secteurs industriels. Et à cet effet-là, il a fallu développer aussi des méthodes d'analyse, des méthodes d'échantillonnage. Donc,
à cette époque-là, il n'y avait pas de méthode d'échantillonnage nécessairement des cheminées pour les fonderies de plomb de seconde fusion pour analyser le plomb des émissions gazeuses. Donc, c'est quelque chose qui a été fait en collaboration avec les États-Unis à l'époque. Et donc, si vous retrouvez les anciennes méthodes, là, comme 1 SPE, AP 74.1, bien évidemment, c'était des méthodologies développées en 1974 pour mesurer les émissions de particules et de plomb provenant des fonderies de plomb de seconde fusion. Donc là, on parle vraiment du début de l'élaboration de limites, hein, de normes, de méthodes de mesure aussi. Et bien sûr, on incluait dans cette loi-là des objectifs nationaux de qualité de l'air ambiant. Donc, pour la première fois au pays, il y avait des objectifs nationaux d'un océan à l'autre. Ça restait encore de nos jours des objectifs, là, donc des critères souhaitables, si on veut, pour la qualité de l'air, pour les concentrations qu'on observe dans l'air ambiant. Donc, ce fut vraiment les débuts ici de la protection de la qualité de l'air au Canada. L'année d'après, la loi sur la sécurité des véhicules automobiles a été publiée. Et cette loi-là était évidemment séparée. Hein. On parle de lois différentes. Ce n'était pas sous la loi sur la lutte contre la pollution atmosphérique. C'était vraiment, les automobiles étaient réglementés au niveau des émissions, mais sous une autre loi qui est la loi sur la sécurité des véhicules automobiles. La même année, mon ministère, Environnement Canada, a été créé. Alors, ça a été créé à partir d'une amalgamation de différents services, notamment la gestion des eaux, la protection de l'environnement, SPE, le Service de protection de l'environnement, ou EPS en anglais, Environmental Protection Services, les émissions atmosphériques, ce qu'on appelle le service d'environnement atmosphérique, les pêches, les terres, etc., la faune, la flore. Donc, un peu, si on veut, parc. Donc, on a amalgamé tout ça en un ministère qui est devenu Environnement Canada, puis c'est Pierre Elliott Trudeau qui a réalisé ça en 1971. Un autre élément important, je pense, et là, on voit entre les années 70 et 80, une autre prise de conscience, c'est-à-dire qu'il y a aussi pollution locale ou transfrontière, mais aussi de façon internationale. Donc, le transport à longue distance, on s'est aperçu qu'il y avait des polluants qui pouvaient être transportés sur de très longues distances, de façon même planétaire. Et donc, les gouvernements de différents pays se sont mis ensemble et ont ratifié la Convention de Genève sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance en 1981. Donc, un point intéressant ici. Par la suite, je pense qu'un autre élément important, c'était la Convention de Vienne et le protocole de Montréal, là, qui visait à diminuer les polluants qui affectaient la couche d'ozone, donc dans la fin des années 80. Et ultimement, en 1988, la publication de la loi canadienne sur la protection de l'environnement, qui là aussi était un amalgame, si on veut, de la loi sur la lutte contre la pollution atmosphérique et la loi sur les contaminants aussi, et d'autres lois comme ça qu'on a regroupées au sein de la LCPE, ou Loi canadienne sur la protection de l'environnement. Et à cette époque-là, on avait 26 substances toxiques, là, dont les substances, bien sûr, qui faisaient l'objet de règlements dans la loi sur la lutte contre la pollution atmosphérique, notamment le plomb, l'amiante, les BPC, où c'était là, le mercure, le chlorure de vinyle, etc. Un autre accord, je pense, d'importance pour ce qui est de l'historique de la pollution atmosphérique au Canada, c'est l'accord Canada-États-Unis sur la qualité de l'air, 1991, qui finalement avait certaines exigences de part et d'autre, de part et d'autre de la frontière au niveau des diminutions des polluants qui affectent principalement les plus acides et le smog urbain. Donc, aussi, je pense que, bon, tout le monde se souvient peut-être aussi des accords de Rio, là, donc la ratification de la Convention cadre des Nations unies sur les changements climatiques. Donc, ce sont tous des ententes que le gouvernement fédéral canadien a signées ou a ratifiées à l'époque. De façon à donner aussi un exemple hein, du leadership à l'époque du Canada en matière de pollution atmosphérique.
et notamment en modifiant même la loi canadienne sur la protection de l'environnement en 1999 pour incorporer des concepts qui étaient quand même très nouveaux à l'époque, notamment la prévention de la pollution, la quasi-élimination, avoir un registre de la loi canadienne sur la protection de l'environnement qui est public. On se trouvait aussi à incorporer les véhicules automobiles et leurs moteurs au sein même de la loi canadienne. Donc, les émissions atmosphériques n'étaient plus, des véhicules automobiles n'étaient plus régies par la loi sur la sécurité des véhicules automobiles à ce moment-là, et elle a été intégrée même la loi canadienne sur la protection de l'environnement. Et aussi, un autre élément, je pense important, c'est l'approche par substance. Donc, on a regardé, la loi nous demandait d'évaluer les 23 000 quelques substances de la liste intérieure. La liste intérieure, c'est la liste de toutes les substances qui sont utilisées au Canada, importées, fabriquées, etc. Donc, bon, c'était un certain challenge ou un défi, là, pour reprendre la terminologie du programme. Et ce qui nous a mené à peu près à 150, plus de 150 substances qui ont été déclarées toxiques. On verra un petit peu plus tard comment. Une autre preuve, je dirais, du leadership canadien en matière de polluants internationaux, c'est la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants, donc les dioxynifuranes, ce qu'on appelait à l'époque les 12 salopards, ou Dirty Dozens, okay, qui a été ratifiée en 2001. En fait, le Canada est le premier pays qui a ratifié la Convention de Stockholm sur les POP. Et d'ailleurs, un de nos anciens directeurs était un membre important là, sur le groupe des Nations unies qui a développé la Convention. En 2012, je pense que c'est un élément clé ici, puis important, parce que 2012, c'est l'arrivée du système pan-canadien de gestion de la qualité de l'air. Et en 2012, c'est vraiment, c'est drôle à dire, mais pour la première fois de son histoire, le Canada avait un système de gestion de la qualité de l'air d'un océan à l'autre qui était, on pourrait dire, uniformisé d'une certaine façon. Donc, avant, c'était plusieurs règlements, tout ça. Puis là, maintenant, on a décidé d'imbriquer tout ça dans un système, qui est le système le SGQA, si on veut. Donc, vous voyez un peu les fondements qui sont dans le petit graphique que j'ai mis, mais vous pouvez avoir plus d'informations sur le site du CCME, par exemple, qui décrit un peu les différents mécanismes, etc. Mais disons qu'en vertu de ça, il y a des systèmes qui permettent bon, il y a l'établissement de nouvelles normes d'air ambiant au Canada, des critères aussi de suivi de l'air ambiant, des différents critères d'action aussi. Donc, c'est un peu comme le COVID actuellement. Là, on a une zone verte, jaune, orange et rouge. Bon, on a la même chose avec le système pan-canadien ici. Donc, certaines mesures sont appliquées selon certaines priorisations de certaines zones. Et aussi, on a évidemment les sources mobiles qui sont aussi un des mécanismes, ainsi que ce que vous avez peut-être entendu parler, les exigences de base sur les émissions industrielles ou les BLIRES, duquel découlent soit des règlements, des ententes de performance, des plans de prévention et autres qui ciblent certaines industries au Canada. Finalement, puis tout dernièrement, en fait en 2019, encore une fois, pour la première fois dans l'histoire du pays, on a une loi qui tarife la pollution causée par les gaz à effet de serre. Donc, je parlais que la substance était au cœur de la loi canadienne sur la protection de l'environnement. Bien, effectivement, je vous disais que les 23 000 substances ont été, devaient être évaluées. On les a catégorisées. Il y en a 4 300 qui étaient plus sujettes à potentiellement être toxiques. J'expliquerai tout à l'heure qu'est-ce qu'on entend par toxique en vertu de la loi. Mais tout ça pour dire que, bon, parmi les substances qui sont déclarées toxiques à la LCPE, ben, il y a comme deux possibilités. S'ils rencontrent des exigences, notamment qu'elles sont anthropiques, bioaccumulables et persistantes, ben, on dit qu'elles sont voie 1 et sont vouées à la quasi-élimination. S'ils ne rencontrent pas ces trois critères-là ou un de ces trois critères-là, bien, on va plus faire la gestion intégrée de la substance, donc minimiser les émissions, diminuer ça sur un seuil donné.
Et donc, pour ces deux voies-là, on va développer un instrument approprié. Donc, ça peut être un règlement, des plans de prévention, des codes de pratique, etc. Ici, c'est seulement pour expliquer un peu que la santé est au cœur de la loi, c'est-à-dire que la définition de toxique, d'une substance toxique au sens même de la loi canadienne, c'est vraiment que la substance pénètre ou peut pénétrer dans l'environnement à une quantité qui peut avoir immédiatement ou à long terme un effet nocif sur l'environnement ou la diversité biologique, mettre en danger l'environnement essentiel pour la vie et ou constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaine. Donc, on voit que c'est intégré et c'est pour ça que l'application de la LCPE se fait conjointement aussi avec Santé Canada. Donc, en gros, il y a comme on pourrait dire deux grands volets. J'ai divisé ça en deux, évidemment, c'est bien personnel, là, mais j'ai regroupé un peu la partie 5 de la loi qui vise les substances toxiques et la partie 7 que vous voyez à gauche en bleu, là, qui est plus la partie sur le contrôle de la pollution et la gestion des déchets. Donc, sur cette partie 7-là, on contrôle les rejets de combustible ou les polluants reliés au combustible, aux véhicules moteurs, et aussi la loi nous donne le pouvoir d'agir ou de signer des ententes internationales au niveau de la pollution atmosphérique. La partie 5, elle, est plus sur les substances toxiques et vise plus les produits en commerce ou encore les émissions de ces substances toxiques-là provenant de différentes industries ou encore production énergétique ou d'autres sources. Il existe aussi d'autres outils législatifs au Canada en matière de pollution atmosphérique, mais la LCPE est notre premier outil. Par exemple, je pense à Transport Canada, au niveau des navires, des avions et des trains, ont toujours la juridiction au niveau des émissions de ces véhicules-là. Ressources naturelles, par exemple, au niveau de l'efficacité énergétique, etc. Ici, je ne vais évidemment pas passer à travers, c'est juste une liste. Okay? J'ai juste pris la liste de tous les règlements du ministère, puis j'ai sorti seulement ceux qui avaient attrait à la pollution atmosphérique. Donc, vous verrez, il y en a quand même plusieurs. Et peut-être juste souligner le premier en haut, qui est le règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs, parce que, d'une part, il est au palmarès, okay? Parce que c'est en vertu de ce règlement-là qu'on a reçu qu'on a réalisé la plus grande amende de l'histoire canadienne, c'est-à-dire 196,5 millions de dollars à Volkswagen. Vous vous souvenez probablement là, de ce qui est arrivé avec Volkswagen. Et tout dernièrement, c'est-à-dire jeudi dernier, mon ministère a annoncé un fonds pour la sensibilisation, en fait, ils ont appelé ça le fonds de sensibilisation au climat, mais c'est un fonds qui est tiré de l'argent que Volkswagen a payé en dommages et qui est utilisé pour les scientifiques et les chercheurs au Canada pour améliorer les émissions, les rejets, la compréhension des émissions de gaz à effet de serre. Donc, ça a été annoncé jeudi dernier. C'est intéressant de voir que la réglementation est aussi un outil pour améliorer l'environnement. Donc, ici, on regroupe, les véhicules moteurs, en fait, sont regroupés, on pourrait dire, en véhicules routiers, véhicules hors route et aussi les émissions de gaz à effet de serre. Pour ce qui est du volet combustible, on a plusieurs règlements. Hein. Donc, quand vous mettez de l'essence, par exemple, le débit de distribution de l'essence est contrôlé à 38 litres minute par Environnement et Changement climatique Canada. Donc, c'est une norme pour éviter que le système de captation des vapeurs d'essence déborde. Donc, c'est un exemple là, que je mentionne, mais aussi le soufre dans le carburant diesel, le soufre dans l'essence, ce sont des règlements extrêmement qui ont eu un impact majeur. Et dernièrement, vous avez peut-être entendu parler là, des règlements proposés au niveau de la norme sur les carburants, les combustibles propres. Au niveau des industries, bien là, évidemment, je ne vais pas aller en détail parce qu'il y en a beaucoup. Alors, en gros, on cible différents types d'industries, que ce soit au niveau qui découle au niveau du système de gestion de la qualité de l'air au Canada, là, comme le règlement multisectoriel sur les polluants atmosphériques, mais aussi on retrouve encore les vieux règlements qui étaient dans la loi précédente, là, sur la lutte contre la pollution atmosphérique, qui sont les 4 premiers ici. Donc,
selon les nos différents critères de toxicité, ben, on a mis des règlements selon aussi la problématique propre. Donc, ça peut sembler décousu d'avoir des règlements sur le nettoyage à sec, sur les combustibles, sur le plomb, des usines de fonderie de plomb de seconde fusion, mais évidemment, tout ça est lié à un historique. Finalement, au niveau des produits, donc Environnement Canada réglemente plusieurs produits qui entrent sur le marché canadien, qui, par exemple, soit affectent la couche d'ozone ou encore ont été interdits parce qu'ils étaient évalués sur la voie 1 de la loi canadienne. Donc, on en dénote plusieurs ici, là, je ne vais pas les détailler. Et aussi, j'ai rajouté aussi une liste, évidemment, celle-là est non exhaustive, parce qu'il y en a encore beaucoup plus que ça, mais seulement un aperçu des ententes internationales sur la pollution atmosphérique. Alors, il y a des ententes internationales, bien sûr, donc protection de la couche d'ozone, la Convention de Vienne, l'accord Canada-États-Unis, mais il y a aussi des ententes bilatérales, notamment Canada-États-Unis, ou encore on a même Canada-Chine sur un protocole de coopération sur les changements climatiques. Et aussi la prévention de la pollution causée par les navires, le protocole de Marpol, qui limite le soufre dans les combustibles utilisés dans certaines zones insulaires du pays. Le mercure aussi dans différents produits sous la Convention de Minamata. Donc, si vous voulez avoir plus d'informations là-dessus, notre site web est très détaillé à ce sujet-là. Vous pouvez faire des recherches avec des mots-clés, etc. Et donc, j'ai une petite devinette pour vous, c'est-à-dire quels sont les 2 règlements ayant le plus contribué à l'amélioration de la qualité de l'air au Canada. Donc, il existe effectivement 2 règlements qui ont eu le plus d'impact, puis on parle d'un impact quand même assez énorme sur la qualité de l'air au Canada. Et je vous donne la réponse tout de suite. Ce sont les règlements suivants, c'est-à-dire le règlement sur le soufre dans les carburants diesel et le règlement sur le soufre dans l'essence. Donc, ces 2 règlements-là ont eu, bien sûr, des conséquences importantes parce que au niveau du catalyseur, le soufre est un contaminant, donc il diminue l'efficacité du catalyseur dans la durée de vie du véhicule. Donc, si le catalyseur est en meilleur état pendant la durée de vie du véhicule, bien, tous les polluants qu'il contrôle, évidemment, vont être diminués. Mais aussi, directement, sur le soufre émis, les quantités ont diminué de façon drastique. Je donne juste l'exemple du soufre dans le diesel de 500 parties par million. Dans le milieu des années 90, on est passé à 15. Donc, c'est des réductions drastiques qui ont mené en grande partie à des réductions importantes au niveau des émissions et une amélioration de la qualité de l'air. Et ça, c'est la prochaine étape. Je ne veux pas lire ça, mais c'est juste, ça vient d'un rapport de Santé Canada qui mentionnait que, disons, la lutte contre la pollution atmosphérique au Canada avait quand même donné des effets bénéfiques. Hein. Donc, elle avait prévenu de l'ordre de 4000 décès prématurés par année. Donc, ce n'est pas négligeable. Et c'est sûr que ces éléments-là ou ces façons-là, bien évidemment, il faut que ça soit mesuré à quelque part. Donc, c'est beau de réduire les émissions, mais il faut avoir des stations de mesure, il faut avoir un réseau au Canada pour mesurer tout ça. Et ici même, bien, je vous présente là, les différents réseaux fédéraux de surveillance de la pollution atmosphérique. Donc, il y a un réseau à votre droite, c'est un réseau pour les gaz à effet de serre. Et à votre gauche, vous avez un réseau pour les différents polluants atmosphériques. Donc, on parle de CAPMON, c'est le réseau pour les précipitations acides. Le réseau NAPS, c'est les polluants atmosphériques conventionnels. Il y a aussi le réseau Aerocan qui vise à mesurer les aérosols. Et vous avez le réseau Brewer qui vise l'ozone stratosphérique, ainsi que le réseau ozone-sonde, qui sont des sondes là, qui sont envoyées là, dans le ciel, des gros ballons, qui mesurent finalement l'ozone troposphérique là, entre 0 et 36 km. On voit ici, et puis ça c'est intéressant parce que c'est la même conclusion que Mme Osturk a mentionnée tout à l'heure. On voit à peu près le même graphique, puis on voit les mêmes challenges que l'on a au niveau notamment là,
puis on va le voir après, mais on voit à peu près les mêmes réductions. On voit un petit peu le challenge au niveau des particules puis de l'ozone au sol. Et si on regarde la prochaine, ici, ben, on voit ici dans l'air ambiant, au niveau des émissions, pardon. Fait que, on voit qu'au niveau de l'ammoniac, même conclusion que Mme Sturck, on a beaucoup de difficultés à ce côté-là. Il y a peu d'instruments qui ont été mis en place. Je pense que c'est quelque chose qu'on commence à faire, sur lesquels on va travailler dans les prochaines années, puisque c'est aussi un précurseur aux particules fines. On remarque aussi les améliorations au niveau de la déposition acide, donc en vertu du règlement, pas du règlement, pardon, de l'entente Canada-États-Unis sur la qualité de l'air, on doit faire le suivi des précipitations acidifiantes et de la déposition. Et on voit que du côté gauche, ici, les dépôts humides annuels de sulfate en 90 était beaucoup plus élevé que vers 2010. Donc, on voit qu'il y a eu vraiment une amélioration à ce niveau-là. Et tout ça est dû principalement à la réglementation qui a été mise en place en Amérique du Nord. Et pour terminer, bien, évidemment, c'est sûr, je voulais quand même je voulais quand même présenter qu'il y avait une certaine amélioration, parce que souvent dans les journaux, on lit que bon, c'est comme si la fin du monde était devant nous, là. Mais je pense qu'il y a eu quand même beaucoup de chemin de parcouru, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites, mais il reste encore beaucoup de chemin à faire. Et je voulais juste mentionner quelques éléments, notamment qu'il y a toujours des sources qui ont été sous-estimées. D'ailleurs, dernièrement, puis c'est drôle parce que j'étais directement impliqué à ça, au niveau des dioxines et furanes. Donc, on a découvert, réalisé il y a moins de 2 ans que le bouletage, l'industrie du bouletage de minerais de fer, c'était à peu près 20 à 25 des émissions canadiennes de dioxine et furane. Donc, c'était la première source au Canada et c'est une source qui n'avait jamais été quantifiée, même dans l'inventaire national des rejets de polluants, cette source-là n'était même pas identifiée. Donc, il a fallu changer l'inventaire national des rejets de polluants pour inclure cette source-là. Donc, il y a toujours des sources comme ça, il faut toujours reviser, revoir et réétudier les données existantes. Mais il y a aussi des nouvelles sources, des nouveaux produits qui entrent sur le marché canadien, des substances nouvelles et qui deviennent des nouveaux polluants. Donc, on a aussi des nouveaux outils de surveillance. De plus en plus, on parle de surveillance par satellite, surveillance passive, etc. Il y a aussi une revue de la loi canadienne qui est présentement en cours, donc de façon à modifier un peu la loi, à changer notamment, c'est de considérer un peu plus des substances qui sont à très faible concentration, comme les perturbateurs endocriniens, renverser un peu le fardeau de la preuve pour certaines substances cancérigènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction, etc. Considérer les effets cumulatifs. Inclure aussi les ententes de performance comme instruments en vertu de la loi. Aussi considérer les peuples autochtones. Et c'est pour ça que je veux terminer avec un point, je pense, qui est de plus en plus important, et qui est le racisme et la discrimination environnementale. Donc ça, c'est un point qui est en... On s'aperçoit que c'est sûr qu'il y a une historique à la réglementation et on s'aperçoit en jetant un œil nouveau sur notre réglementation qui a effectivement eu une sorte de discrimination qui est venue avec la musique. Donc, ça termine ma présentation. Si vous avez des questions, ça va me faire plaisir d'y répondre. Merci. Merci Jean-François. Donc, en fait, on a eu 4 questions pendant votre présentation. La première, provient de Mireille Bonin. Donc, elle demande, est-ce que nous avons l'équipe nécessaire pour mettre en œuvre les diverses réglementations pour réduire sensiblement les polluants au Canada? Merci beaucoup pour votre question. C'est sûr que si on a les ressources, on a toujours besoin de plus de ressources. Hein? C'est le nerf de la guerre. C'est sûr que je dis souvent, Environnement Canada, c'est le plus petit ministère fédéral. Donc, on a quand même plusieurs milliers d'employés. On a presque 6 000 employés. Je pense que oui, on a besoin de ressources, mais aussi il faut que ces ressources-là soient bien utilisées. Puis ça, on l'a vu au niveau de la tarification sur le carbone, la nouvelle loi sur la tarification sur le carbone, là, la loi fédérale.
écoute, c'est une loi qui a été développée en à peu près 3 ans. Et pour y avoir participé, puis on était à peu près une centaine de personnes, on est allé chercher des gens de partout du ministère, on les a mis ensemble, puis on les a fait travailler sur quelque chose avec des objectifs assez serrés. Et ça a donné des résultats extraordinaires que moi, je ne m'attendais pas parce qu'on a développé une loi de toutes pièces, des règlements, des protocoles de quantification, des cibles, etc. En 3 ans, c'était du jamais vu. Pour vous donner un exemple, le règlement sur les nettoyeurs à sec là, a pris 9 ans. Donc, puis ça n'avait pas du tout l'ampleur du système de tarification des gaz à effet de serre. Merci. La deuxième question vient de Samuel Loisiel-Prince. Donc, pour la production du chlore utilisant du mercure, est-ce que c'est les papetières qui étaient visées ou ça ratissait plus large que ça? Il faisait référence à la loi sur la lutte contre la pollution atmosphérique. Oui, historiquement, c'est ça. C'était les papetières utilisaient le chlore pour leur pâte chlorée. Et donc, ils avaient des unités de production du chlore. À l'époque, parce que ce n'est plus le cas maintenant, là, mais à l'époque, le chlore était fabriqué par l'électrolyse de la saumure. Et ce qui servait de cathode, c'était le mercure qui coulait dans une cellule qui était légèrement inclinée, qui avait peut-être 30 pieds de long. Là. Évidemment, c'était quand même assez dangereux puisque l'électrolyse de la saumure là, produit évidemment de l'acide caustique, du chlore, de l'hydrogène, puis il y a du mercure comme cathode qui coulait à l'intérieur de la cellule. Donc, inutile de dire que s'il y avait un problème, la cellule explosait littéralement. Et ces cellules-là, c'est pour ça que, en fait, moi, celle que j'ai vue, il y avait des sangles de cuir qui attachaient le capot de la cellule pour être sûr qu'il ne va pas atteindre le toit lors d'une explosion. Donc, c'est sûr que c'était un procédé qui est heureusement plus utilisé. Hein. Maintenant, c'est un procédé par osmose inverse. Là. Donc, qui est beaucoup plus, qui est moins efficace, mais qui est beaucoup plus sain pour l'environnement. Merci. La prochaine question, c'est Joanne Elsner qui demande est-ce que le projet de normes sur les combustibles propres va couvrir le mazout des trains et des navires? Oui, c'est ça, c'est que toutes les. On vise les combustibles directement. Donc, une teneur en renouvelable, si on veut, de tous les combustibles, que ce soit gazeux ou liquide, principalement. Donc, oui, la réponse est oui. Tous les combustibles sont utilisés, peu importe, là, dans la tondeuse à gazon, allant jusqu'au train, aux avions. Donc, tous ces combustibles-là vont devoir rencontrer des normes de combustible propre. Merci. Puis, on attend pour une dernière question. Donc, celle-là provient d'Alexandre Pilote. Il demande est-ce que vous ajoutez encore en 2020 des nouveaux polluants à surveiller et comment s'effectue cette veille? Bien, ça, c'est une très bonne question. Puis en 2020, c'est sûr que l'ensemble des polluants était surveillé. Je dirais qu'il y a comme un petit renouveau pour les dioxines et furanes et les polluants organiques persistants. Je dois dire parce que on pensait sérieusement que le problème était réglé. C'est-à-dire qu'en 1990, on rejetait au Canada à peu près 400 grammes de dioxines et furanes. Et présentement, on en rejetait à peu près de l'ordre de 70 grammes. Mais là, dernièrement, on a découvert qu'il y avait 20 grammes qui provenaient du secteur du bouletage qu'on ne connaissait pas. Il y a aussi, semble-t-il, on a des données qui démontrent que dans le secteur de l'acier aussi, on a eu des sous-estimations. Donc, je dirais que c'est peut-être un renouveau des dioxines furanes, mais pour ce qui est des nouveaux polluants comme tels, il faut regarder à la base le plan de gestion des substances toxiques. Donc, le plan de gestion des substances toxiques, c'est le plan qui s'occupe de déterminer la toxicité des 23 000 substances que je parlais tout à l'heure. Donc, ce qui arrive, c'est qu'en regardant ce plan-là, on peut peut-être un peu prédire qu'est-ce qui s'en vient dans le futur. C'est-à-dire que, bon, présentement, on regarde plusieurs métaux, notamment comme le cobalt, le chrome, etc., le nickel. Bon. Donc, ces métaux-là, comme ils font l'objet d'une évaluation de leur toxicité, je dis métaux, puis c'est aussi les oxydes de métaux et composés à base de ces métaux-là. Là, c'est très large. L'aluminium est inclus là-dedans. Okay. Donc, ce sont
je disais donc, comme ces métaux-là font l'objet d'une évaluation de leur toxicité, bien évidemment, lorsqu'il va y avoir une conclusion, si la conclusion est que ces métaux-là sont toxiques, bien, il va y avoir des mesures qui vont être mises en place, ça peut être des règlements ou autres, pour limiter les rejets de ces substances-là. Donc, une façon peut-être de savoir quelles sont les substances qui vont être les substances hautes, si on veut, dans le futur, ce serait de consulter la liste là, du programme de gestion des substances chimiques fédéral. Merci. Malheureusement, on n'a pas beaucoup de temps pour les autres questions. On a une dernière conférence là, à avoir. Je demanderais peut-être aux gens, là, en fait, à Jean-François de répondre aux questions par écrit. Sinon, peut-être qu'on peut prendre le temps là, avant le panel pour répondre à ces dernières questions-là. Donc, on est déjà rendu à la dernière conférence du jour, qui est donnée donc, par M. Pierre-Olivier Pinault, qui est professeur titulaire et responsable de la chaire de gestion du secteur de l'énergie à HEC Montréal. Sa présentation s'intitule « L'état de l'énergie au Québec en 2020, comment atteindre nos cibles de 2030 et 2050 ». Donc, M. Pinault est titulaire d'un PhD de HEC Montréal. Il est aussi professeur titulaire au département des sciences de la décision de HEC Montréal et titulaire de la chaire de gestion du secteur de l'énergie depuis décembre 2013. Il est un spécialiste des politiques énergétiques, notamment du secteur de l'électricité. Il a publié de nombreux articles sur le secteur de l'énergie, dont la plupart explorent les liens entre l'énergie et certains aspects du développement durable. Il intervient régulièrement dans les médias pour analyser l'actualité énergétique. Il a produit divers rapports pour le gouvernement des organismes publics. Il est également chercheur et fellow au Centre interdisciplinaire de recherche en analyse des organisations. Avant d'être à HEC Montréal, il a été professeur à l'Université de Victoria en Colombie-Britannique de 2001 à 2006. Bonjour, je vais commencer. J'aurais dû mentionner qu'il ne fallait pas lire ma biographie au complet parce que c'est hautement facultatif. Bon, je vais continuer. Si jamais on ne m'entend pas ou s'il y a quelque chose, bien faites-moi signe d'une manière ou d'une autre. Tout fonctionne. Parfait, tout fonctionne. Donc, ma présentation est un petit peu différente des deux premières dans le sens où on n'est plus directement dans des polluants atmosphériques traditionnels. Évidemment, on va parler de gaz à effet de serre, mais qui est donc une sorte de pollution, mais qui n'affecte pas notre santé immédiatement et de manière aussi directe. Donc, on va faire un petit peu un état de l'énergie au Québec. C'est ce qu'on m'a demandé de présenter, mais c'est hautement lié évidemment aux émissions de gaz à effet de serre. Et on va parler justement de nos cibles de 2030 et 2050 et essayer de voir comment on peut les atteindre, parce qu'on peut les atteindre, ça c'est la très bonne nouvelle. Mais évidemment, on n'a pas un bon historique là, malgré les bonnes nouvelles, le bon historique que M. Banville a mentionné là sur les progrès en qualité de l'air, qui est des progrès réels. En ce qui concerne les gaz à effet de serre, on a un moins bon historique et il faut corriger cet historique-là. C'est ce qu'on souhaite pour 2030 et 2050. Donc, je vais vous parler de l'état d'énergie au Québec. Je vais parler des cibles de réduction et après une partie, en fait, comment atteindre les cibles. En fait, techniquement, c'est très facile d'atteindre les cibles. On sait exactement ce qu'il faut faire, mais évidemment, ce qui est difficile, c'est le faire. Et donc, c'est là où, si vous avez des bonnes idées sur comment faire pour faire les choses, eh bien, ça va être intéressant de discuter. Le bilan énergétique du Québec, vous le voyez sur ce graphique-là. C'est un graphique qu'on fait chaque année depuis 6 ans pour le Québec. C'est une inspiration, c'est des graphiques de type Sankey. Ils sont bien connus à l'échelle internationale. Il y en a plusieurs qui le font. L'Agence internationale de l'énergie le fait pour le monde et les pays du monde. Ressources naturelles Canada l'a fait une fois en 2003 et peut-être parce que c'était trop explicite, ils ont arrêté de le faire parce qu'on voyait trop bien des choses. Mais au Canada, donc, on l'a fait une fois, le gouvernement, et puis depuis, on ne fait plus. Mais pour les provinces, en tout cas pour le Québec, on l'a chaque année. Et ce qui est remarquable, parce qu'on pourrait dire différentes choses, mais ce qui est remarquable pour le Québec, c'est que vous voyez, la partie en haut à gauche, on a 53% de notre énergie qui est locale, donc qui vient du Québec et qui est entièrement renouvelable. Donc ça, c'est un pourcentage très élevé
par rapport au monde entier. Dans l'humanité, on utilise plus proche de 80% d'énergie fossile. Donc là, vous le voyez, le pétrole, ce qui est en bas à gauche, là, le pétrole, le gaz naturel et le charbon. Et la part d'énergie renouvelable est plutôt de l'ordre de 15%. Donc, et le 5% restant dans le bilan mondial, c'est le nucléaire. Donc là, on a au Québec cette chance-là d'avoir énormément d'hydroélectricité. On n'est pas unique au Canada, parce que si on regarde le Manitoba, la Colombie-Britannique et même l'Ontario avec sa part de nucléaire, eh bien, ces trois plus du Québec ont des bilans à peu près similaires. Donc, on a eu beaucoup d'hydroélectricité, de la biomasse, des éoliennes dans ce qui est renouvelable. Vous voyez un petit peu en tout petit le GNR, c'est le gaz naturel renouvelable. Ça, c'est ce qu'on a réussi à générer avec les matières organiques qui se décomposent et que de plus en plus, on récupère ce biogaz ou ce méthane, ce gaz qui devient du gaz naturel renouvelable. Et ça rentre dans nos systèmes. C'est évidemment très, très faible comparé au gaz naturel fossile qu'on utilise. Et lui-même, le gaz naturel fossile est en importance au Québec bien moindre que le pétrole qu'on raffine au Québec et qui va essentiellement dans le transport. Et là, vous voyez un peu vers le milieu droit du graphique les trois grands secteurs où on utilise notre énergie: les bâtiments résidentiels et commerciaux, l'industrie et le transport. Donc, trois grands secteurs. Et évidemment, si on veut faire des progrès dans la lutte contre les changements climatiques et les émissions de gaz à effet de serre, mais qui vont avoir plein de co-bénéfices, notamment sur la qualité de l'air en transport, c'est bien connu, il va falloir agir sur ces secteurs-là, sur le secteur des bâtiments, le secteur industriel et le secteur du transport. Donc, on voit ce système énergétique qui est fort intéressant. Je ne vais pas commenter en détail parce que ce n'est pas le propos de la présentation, mais ce qu'on peut se rappeler, c'est que pour le Québec, on a un système qui est largement décarbonisé, en tout cas par rapport aux systèmes énergétiques mondiaux. Notre électricité est déjà 100% propre, 100% de sources renouvelables. Ce n'est pas parfait, l'hydroélectricité a des défauts, mais c'est bien plus propre que la majorité des autres sources de production d'électricité. Donc, on a déjà fait des grands pas. Maintenant, ce bilan-là qui est très bon au niveau de la production, bien, quand on le met en perspective à l'échelle internationale, on s'aperçoit que on n'est pas des leaders en termes de consommation. En fait, oui, nous sommes des leaders en termes de consommation, mais des leaders que nous ne devrions pas aimer être, parce que nous sommes au Canada et au Québec les plus grands consommateurs d'énergie au monde par habitant. On consomme énormément d'énergie. Vous le voyez ici, un petit classement. Donc, le Canada, 222 gigajoules par année, le Québec un petit peu en dessous, les États-Unis un petit peu en dessous, la Norvège, là vous voyez des pays auxquels on aime se comparer, la Norvège, la Suède, l'Allemagne, nettement en dessous en termes de consommation par habitant. Et évidemment, par rapport à la Chine ou au monde, eh bien, on est bien au-delà, près de 4 fois la consommation par habitant. D'autant plus que quand on regarde par exemple la Chine, qui collectivement, évidemment, il y a beaucoup d'habitants en Chine, collectivement, c'est un très grand consommateur d'énergie, mais une bonne partie de l'ordre de 20% de la consommation chinoise et pour une industrie qui est pour des exportations. Et donc, c'est nous qui consommons indirectement une partie de l'ordre de 20% probablement la production d'énergie chinoise à travers nos importations. Quand je dis nous, c'est évidemment pas nous les Québécois ou nous les Canadiens, mais nous les Occidentaux qui importons toutes sortes de babioles que nous vendons dans les Doloramas que nous fréquentons assidûment. Donc, vous voyez le portrait. Et donc, si on regarde en détail le portrait par les différents secteurs, on est en gris, vous avez la consommation industrielle, j'ai des problèmes avec mes noms de couleurs là, mais un peu un bleu, en bleu clair, le transport, après en bleu plus foncé, le résidentiel, le commercial. Mais j'aimerais dire quelques mots sur le transport parce que c'est quand même saillant. Donc, au Québec, on utilise 62 gigajoules d'énergie pour le transport par personne. On est mieux que le Canada et les États-Unis. Là, vous le voyez, au Canada, c'est 70 gigajoules. Aux États-Unis, c'est 80. Donc, les États-Unis, c'est presque 30% de plus que le Québec. Donc, ils ont un gros problème. Mais quand on a quand même un problème au Québec avec son 62 gigajoules,
parce que quand on regarde la Norvège, la Suède ou l'Allemagne, on voit les quantités d'énergie utilisées pour le transport dans ces pays-là, eh bien, c'est de l'ordre de la moitié moins que ce que le Québec utilise par personne, par année pour le transport. Et si vous avez été en Norvège, en Suède ou en Allemagne, vous savez que les gens ne restent pas à part pendant le confinement, et nous aussi on est resté confinés chez eux, mais d'une manière générale, ces dernières années, ce sont des pays où la mobilité est très bonne, les gens se déplacent, il n'y a pas de contraintes sur les mouvements, les gens ont des BMW, des grosses voitures, moins que nous, moins grosses voitures, mais on n'a pas banni les véhicules dans ces pays-là. Donc, on a beaucoup de mobilité, mais ils consomment 2 fois moins d'énergie. Donc, c'est un petit peu la preuve par l'exemple qu'on pourrait réduire, en suivant leurs exemples, de l'ordre de 50% de nos émissions, notre consommation d'énergie en transport. Vous allez me dire, peut-être, le Canada est un grand pays, on a besoin d'aller en Gaspésie fréquemment. Peut-être que cet été, on a été plus en Gaspésie que d'habitude parce qu'on ne pouvait pas pouvait pas prendre l'avion. Mais d'une manière générale, on a tendance à rester dans notre ville, à circuler dans la ville. Donc, ce n'est pas tant la taille du pays qui détermine les distances parcourues, mais c'est vraiment le type de système de transport qu'on a dans nos villes qui détermine la quantité d'énergie et évidemment le type de véhicule qu'on utilise. Et c'est là où il y aura des gains à réaliser. Donc là, vous voyez ce classement-là simplement pour dire que d'un côté, c'est un peu consternant de voir qu'on est des très, très gros consommateurs d'énergie, mais ce qui est extrêmement stimulant dans ce constat-là, c'est qu'on sait qu'il y a des gens qui sont plus riches que nous, qui ont des niveaux de vie plus élevés, comme la Norvège, la Suède, l'Allemagne. Donc, c'est des pays par habitant qui ont un plus grand niveau de vie, qui ont aussi moins d'inégalités sociales dans ces pays-là, mais qui consomment beaucoup moins d'énergie. Donc, c'est en fait enthousiasmant comme constat que nous sommes extrêmement inefficaces et donc qu'on a d'énormes places à l'amélioration et que ça peut se faire en créant de la richesse parce qu'encore une fois, Suède, Norvège, Allemagne et d'autres pays européens sont plus riches que nous, consomment beaucoup moins d'énergie. Donc, c'est un petit peu sur cette touche positive là que je vais passer à la diapositive suivante qui nous retourne dans nos constats de mauvaises tendances. Le secteur du transport est un secteur qui est en très grosse croissance pour la consommation d'énergie. On va, vous le voyez, une augmentation de la consommation d'énergie pour le transport des marchandises, pour les véhicules personnels. Dans les véhicules personnels, surtout les camions légers. On va y revenir parce que c'est probablement là où la société canadienne et québécoise ont fait les plus grandes erreurs stratégiques là, des 30 dernières années en laissant libre cours à notre passion personnelle qu'on a pour les VUS. On peut le documenter très facilement ici. C'est des données de la Société d'assurance automobile du Québec. Donc, c'est vraiment les immatriculations qu'on a au Québec, dans les différentes régions du Québec. Et vous voyez sur l'axe horizontal le nombre de véhicules par 1000 habitants dans les différentes régions en 2003. Donc, par exemple, en 2003, à Montréal, on avait environ 345 véhicules par 1000 habitants. Et en 2018, eh bien, on est passé à 390, par exemple, véhicules par 1000 habitants. La moyenne québécoise, il y a 15 ans, ou en 2003, on était à 486 véhicules par 1000 habitants au Québec. Donc, ça, c'est ce qu'on voit ici, la moyenne québécoise. Et 15 ans plus tard, en 2018, on était à 570 véhicules par 1000 habitants. Donc, le parc d'automobiles augmente en taille. On a plus de véhicules individuels par 1000 habitants. Et autre élément extrêmement préoccupant, c'est la proportion de camions légers dans ces véhicules-là. Et là, vous voyez dans l'axe vertical les proportions de camions légers. Donc, à Montréal, un endroit où, vous le savez, on va régulièrement à la chasse, où tout le monde a 4 enfants qui va amener ses enfants faire du hockey. Donc, il faut qu'on ait des gros sacs de hockey dans nos véhicules. Évidemment, je blague, ce n'est pas du tout le cas. On ne va pas à la chasse et tout le monde n'a pas 4 enfants. Eh bien, on avait 20% de camions légers en 2003 et on est rendu à près de 40% ou à plus de 35% 15 ans plus tard. Et donc, vous voyez, là, de 25% de camions légers en 2003, on est à 41%. Évidemment, les besoins de la population québécoise n'ont absolument pas augmenté. On ne va pas plus à la chasse, on n'a pas plus d'enfants qui vont plus au hockey, pour lesquels il faut qu'on mette plus de gros sacs de hockey dans nos VUS. Mais on a quand même fait les choix individuels et collectifs d'avoir de plus en plus de ces véhicules-là. Et vous voyez, même dans des régions comme la Gaspésie, les îles de la Madeleine, où on pourrait tout à fait dire qu'ils ont un territoire plus difficile, où on a besoin de
plus de véhicules par habitant et plus de camions légers parce qu'il y a une proportion plus grande de fermiers et vous transportez votre botte de foin plus rapidement pour aller nourrir votre vache ou votre cheval en Gaspésie qu'à Montréal. Eh bien, mais on voit qu'il y a des augmentations extrêmement grandes. La Gaspésie de la Madeleine, là, on était à moins de 600 véhicules par habitant. On est maintenant à 750 véhicules par 1000 habitants et les proportions de camions légers ne font qu'augmenter. Surtout, ça coûte très cher. Parce que tous ces véhicules-là coûtent très cher, les concessionnaires font beaucoup d'argent. J'aime à répéter souvent que dans notre société, on n'a pas un problème de… Monsieur Bonville disait qu'on n'avait jamais assez de ressources pour l'environnement, mais en tout cas, on semble avoir beaucoup de ressources pour polluer et occuper les zones asphaltées et occuper les stationnements québécois et canadiens, parce que nos poches sont très profondes pour aller investir dans le problème, investir dans des véhicules qui restent la plupart du temps stationnés 23 heures sur 24. Un véhicule reste stationné dans un stationnement qu'il faut évidemment asphalter. Et ça, c'est pas en termes stratégiques économiques, c'est certainement pas une bonne stratégie économique là d'investir dans des actifs qui restent inertes dans des stationnements. Et en termes évidemment environnementaux, c'est catastrophique puisque nos émissions de gaz à effet de serre ne diminuent pas malgré l'amélioration des véhicules, de l'efficacité des véhicules. Et M. Bonville a montré dans la liste des règlements qu'il vous montrait, là, il y a des règlements notamment sur la consommation, les normes de consommation des véhicules, et nos véhicules s'améliorent d'année en année, mais au lieu de gagner cette amélioration et de vendre moins d'essence, eh bien, on choisit des véhicules plus gros qui se sont améliorés, mais qui sont pas meilleurs que les plus petits véhicules qu'on avait avant. Et donc, comme on change de catégorie de véhicules, eh bien, on annule les gains qu'on aurait pu réaliser en termes de consommation. Donc, ça explique pourquoi, eh bien, globalement au Québec, nos ventes de produits pétroliers depuis 1990 ne font à peu près qu'augmenter. Il y a des petites variations selon les récessions. Puis en 2020, il va y avoir une variation parce qu'avec la COVID, évidemment, on a vendu un petit peu moins d'essence durant les mois de confinement. Et vous voyez, donc pour les produits pétroliers, les ventes totales et non pas en absolu sont à la hausse. Les ventes d'essence en tant que telles sont à la hausse. Les projections sont catastrophiques. Évidemment, notre cible au Québec, c'est de réduire pour 2030 à 40% sous le niveau de vente de 2030. On n'est pas du tout en voie d'atteindre cette cible-là, mais c'est possible. C'est possible si on change les choses et on va arriver un petit peu après là-dessus. Les tendances un petit peu problématiques, on les retrouve aussi dans les bâtiments. Ici, vous voyez la superficie totale de plancher dans le bâtiment commercial institutionnel depuis 1990 jusqu'à 2017. Donc, on a une augmentation de la superficie de plancher totale dans le commercial, 45% de plus. Durant cette période-là, la population québécoise a augmenté de 19%. Donc, on bâtit bien davantage que proportionnellement à la population québécoise. Pour une intensité énergétique qui diminue, l'intensité énergétique, c'est la quantité d'énergie par mètre carré. Elle s'améliore un petit peu, mais évidemment, comme on construit plus, ça annule les gains qu'on fait en améliorant l'intensité énergétique. Un petit peu comme pour les voitures. Pour les voitures, on a des meilleures voitures, mais on a plus de voitures et des plus grosses voitures, donc ça annule les gains qu'on pourrait réaliser si on se contentait des véhicules, de type de véhicules qu'on avait auparavant. Dans le secteur résidentiel, ce n'est pas exactement les statistiques, mais ici, vous voyez deux statistiques qui sont préoccupantes pour la quantité du bâti qu'on a. On a plus de maisons par 1000 habitants qu'avant. Donc, comme pour les voitures, on aime ça avoir des chalets, avoir des appartements, des pieds à terre. Et donc, on a plus de logements. En 90, il y avait 366 logements par 1000 habitants. Maintenant, on en a 436. Il y a aussi des phénomènes sociologiques, donc des gens qui vivent plus vieux, donc qui sont seuls chez eux, des ménages qui se séparent malheureusement, donc on a 2 ménages, 2 maisons, mais toujours est-il que le nombre de logements par 1000 habitants ne cesse d'augmenter et la taille des logements aussi ne cesse d'augmenter. On avait des logements qui en moyenne faisaient 108 mètres carrés en 1990, donc environ 1000 pieds carrés, et on est rendu à 129 mètres carrés par logement, donc semble-t-il que nous aimons faire le ménage parce qu'on a toujours plus de mètres carrés à nettoyer au fil des ans et toujours plus de maisons aussi à nettoyer. Donc, c'est un peu un paradoxe là. Alors qu'évidemment, nous n'aimons pas faire le ménage, mais nous avons constamment plus de surface à s'occuper. Et d'un point de vue énergétique, ce n'est pas une bonne nouvelle parce que, évidemment, plus de surface à chauffer, plus de surface à climatiser, plus de surface à construire. Il y a de l'énergie qui va dans la construction de ces bâtiments-là. C'est confortable. Je ne nie pas que c'est confortable, c'est agréable d'avoir de l'espace, mais ça a des implications, évidemment, d'un point de vue environnemental, énergétique.
Donc, nos cibles, ça c'était un petit tour d'horizon de notre consommation d'énergie. Évidemment, en industrie, on pourrait dire des choses, mais je ne veux pas te prendre trop de temps parce qu'on a encore les cibles de réduction de gaz à effet de serre à parler. Mais avant de parler de ces cibles, d'où viennent nos émissions de gaz à effet de serre? Essentiellement de la consommation d'hydrocarbures. 72% de nos émissions viennent des hydrocarbures, surtout du pétrole. Sur les près de 80 millions de tonnes qu'on émet, plus de la moitié, 43 millions de tonnes viennent du pétrole. Et comme vous le voyez, c'est dans le transport que ça se fait. Le gaz naturel, c'est 12 millions de tonnes dans les bâtiments et dans l'industrie. Donc, il y a évidemment des gains à réaliser aussi là. Et par contre, particularité, dans l'industrie, il y a beaucoup de procédés qui ne sont pas des procédés de combustion d'hydrocarbures, mais qui sont, dans le cas d'industrie, certains procédés. Par exemple, pour l'aluminium, vous avez l'électrolyse de l'aluminium va émettre du CO2 parce qu'on a des anodes en carbone qui sont utilisées dans l'électrolyse. Et donc, ça va bien qu'on utilise de l'électricité propre, hydroélectricité, pour faire l'aluminium au Québec. Il y a des émissions dans le procédé. Même chose pour le ciment, même chose pour l'acier. On a des émissions, vous voyez, en agriculture, on a aussi des émissions qui viennent des engrais azotés qu'on utilise dans l'agriculture industrielle, beaucoup d'engrais azotés qui vont ultimement devenir du N2O, du protoxyde d'azote, le troisième gaz à effet de serre en importance. Évidemment, on aime le fromage, on aime le bœuf, donc on a beaucoup de bovins qui vont émettre beaucoup de méthane. La moitié des émissions dans l'agriculture, c'est le méthane, du CH4, qui est le deuxième gaz à effet de serre en importance sur la planète. Donc, du méthane en agriculture et dans les déchets aussi, beaucoup de méthane qui n'est pas récupéré. J'en ai glissé un mot au début, on pourrait le récupérer, qui pourrait devenir du gaz naturel renouvelable et qu'on pourrait substituer au gaz naturel fossile qu'on voit en haut. On le fait en partie, mais on ne le fait pas complètement parce qu'il y a trop de dépotoirs au Québec pour lesquels on ne recouvre pas et on ne va pas chercher ce méthane-là. Et donc, ça va dans l'atmosphère comme méthane. Et le méthane est un gaz à effet de serre plus de 25 fois plus dommageable que le CO2. Donc, c'est bien problématique. Donc là, vous voyez un peu le portrait. Nos objectifs pour 2020 sont d'être ici. Là, pour cette année, on devrait être à 69 millions de tonnes, alors qu'au dernier bilan que Environnement Canada nous a fourni pour le Québec, on était à 82 millions de tonnes. Donc, sur les presque 30 années qui nous séparent de 90, on a réduit de près de 5%. C'est pas mal, ça n'augmente pas. Enfin, dans les dernières années, ça a augmenté parce que l'économie va bien, parce qu'on a mis beaucoup de véhicules sur les routes, mais on a une légère décroissance. Évidemment, il faudrait qu'on soit ici aujourd'hui à 70 millions de tonnes. Donc, il y a un décalage d'environ 13 millions de tonnes entre là où on est probablement et ce qu'on est. Ça, c'est évidemment sans compter la COVID. La COVID a probablement nous aider très temporairement à atteindre nos objectifs de 2020. Pas tout à fait, je crois, mais on aura une décroissance des émissions pour 2020. Mais on est très vite retombé dans nos habitudes de consommation, et les ventes d'essence, pour ceux qui s'en inquiétaient, ont repris le chemin de la croissance avec le déconfinement. Et donc, on retrouve des niveaux de vente assez comparables à ceux d'avant la COVID. Pour 2030, il faudrait qu'on soit à 54 millions de tonnes et pour 2050, à 17 millions de tonnes au Québec. Donc, c'est une trajectoire assez radicale, assez unique. L'humanité n'a jamais suivi ce genre de trajectoire de décroissance au niveau des émissions de gaz à effet de serre. C'est réalisable, mais ça va demander évidemment d'énormes changements dans plusieurs de nos habitudes. Et quand on voit un petit peu les succès que M. Bonville a mentionnés au fil des ans sur l'amélioration de la qualité de l'air, eh bien, ça, c'est des succès qui se sont réalisés sur 30 ans, qui ont été notables. Mais là, on a exactement 30 ans. On est en 2020 pour 2050. On a 30 ans pour réduire de 15%, plus 17%, plus 82%, ce qui fait 80% nos émissions de gaz à effet de serre. Il va falloir renouveler et amplifier les succès du passé pour atteindre nos cibles. On a quand même des secteurs qui sont en décroissance. Donc, ça, c'est la bonne nouvelle. Au Québec, on a 7 secteurs qui sont en décroissance. Le secteur des déchets, des bâtiments résidentiels, l'industrie lourde, l'industrie légère, pétrole et gaz. On a fermé une raffinerie au Québec. La raffinerie Shell a été fermée en 2010. Bonne nouvelle, 1 million de gaz à effet de serre qui se sont évaporés de notre bilan québécois, mais déplacés ailleurs. Donc, ce n'est pas un vrai succès. Donc, vous voyez, dans certains secteurs, un petit secteur du transport, là, il y a des décroissances.
Par contre, il y a 4 secteurs qui sont en croissance, qui sont les secteurs de l'agriculture, des bâtiments commerciaux, du transport des passagers et du transport des marchandises. Là, vous voyez une croissance effrénée des émissions dans ces secteurs-là. La population n'a augmenté que de 19% ou 20% sur la période, sur ces 28 ans-là, mais vous voyez une croissance incroyable dans le transport. Encore une fois, parce qu'on aime aller à notre Costco, on aime aller en gros véhicule, et ça demande de l'essence, ça cause des émissions. Et notre Costco est approvisionné en just-in-time, avec des camions qui attendent pour nous amener et pour qu'on puisse prendre notre paquet de Kleenex, notre paquet de 20 boîtes de Kleenex en temps réel, et qu'il y en a un nouveau qui arrive en temps réel dans le magasin. Donc, il y a tout un aspect de développement de la logistique, développement des habitudes de vie, de notre confort personnel qui explique ces choses-là. Ça va être un défi de le changer. Rapidement, l'impact de la crise du Covid-19. Les ventes d'essence, là, en avril et mars 2020, on a des estimés là, qui sont déjà un peu sortis, qui sont à peu près vrais sur la décroissance des ventes d'essence. Donc, ça peut nous amener une décroissance de nos émissions. Si on fait des projections jusqu'à décembre prochain, eh bien, on pourrait avoir, parce qu'il y a quand même une récession, puis on est rentré dans la deuxième vague, donc il va malgré tout y avoir moins de déplacements. Donc, si on fait un peu la somme de ce qu'on peut anticiper pour 2020, on pourrait avoir 10 millions de tonnes de réduction de GES, ce qui est une bonne chose, mais le déficit qu'on devait combler pour atteindre l'objectif de 2020, c'était 13 millions de tonnes. Donc, l'objectif de 2020, là, on était à 13 millions de tonnes au-dessus, et donc, même avec la COVID, on ne va probablement pas atteindre, c'est mon estimé, c'est vraiment des calculs faits sur le coin d'une table, mais c'est ce qu'on pourrait estimer. Donc, peut-être 2020, on va atteindre notre objectif, mais comme je vous disais, ça repart à la hausse. Alors, ce n'est pas des changements structurels. Ce qu'il faut viser, c'est des changements structurels. Donc, il faut atteindre les cibles. Je le dis de manière théorique, c'est très facile. Il faut changer les choses là où ça va mal. Et ça va mal dans le transport des personnes, ça va mal dans le transport des marchandises, ça va mal dans l'efficacité énergétique des bâtiments. On sait qu'on veut faire beaucoup mieux. Et puis en agriculture, je l'ai mentionné, il va falloir changer certaines choses. Et en industrie lourde, il va falloir aussi changer certaines choses pour décarboniser les industries lourdes, qui même si elles sont en déclin, les émissions sont en déclin dans les industries lourdes, elles sont encore extrêmement importantes. Et donc pour atteindre les 80% de 80 à 90% de réduction qu'on veut atteindre pour 2050, donc dans 30 ans, eh bien, même les industries lourdes devront changer de façon importante leurs pratiques. En transport des personnes, les solutions sont connues. Vous les voyez là, elles sont toutes là. C'est rien de nouveau. Ça a été mentionné par notre première présentatrice qui nous indiquait que oui, quand on met du transport en commun, ça fonctionne. Quand à Milan, eh bien, on met un péage urbain dans le centre de la ville, eh bien, ça favorise l'emploi de véhicules en libre service comme des vélos, Bixi ou des automobiles. Évidemment, toutes ces solutions-là, il faut les déployer, que vous habitiez à la campagne ou en ville, c'est la même chose. En fait, on l'a vu, à la campagne, dans les régions, il y a plus de véhicules qu'en ville. Donc, comme il y a plus de véhicules, c'est plus facile de faire de l'autopartage, du netlift. C'est plus facile de louer votre voiture avec Turo, des plateformes en ligne, parce qu'on l'a vu en Gaspésie, ils ont près de 800 véhicules par 1000 habitants. Donc, quand vous n'utilisez pas votre véhicule, votre voisin qui n'est pas si loin que ça, il en a 3 qui pourraient vous prêter. Et donc, le faire du partage de véhicules entre personnes, c'est tout à fait imaginable dans les régions, parce que justement, dans les régions, il y a plus de véhicules que dans les villes. Et donc, le parc de véhicules pourrait être optimisé. On pourrait passer à des plus petits véhicules. Là, ce que vous voyez dans les solutions ici, il n'y a pas non plus l'option de plus petits véhicules. Vous voyez des plus petits véhicules ici. Mais évidemment, il faut aller vers des plus petits véhicules pour les véhicules qui restent. Et évidemment, ceux qui peuvent faire du télétravail, du transport en commun d'utiliser ce cocktail transport, eh bien, ça fonctionne. C'est en gros ce genre de cocktail transport qui explique que des pays européens sont à 50% de moins de consommation d'énergie dans le transport par personne par année. Vous pensez qu'un tramway, ça coûte cher? Eh bien, je peux vous dire que l'argent que chaque année on investit dans les nouveaux VUS au Québec, cette année, je pense que c'est de l'ordre de 15 milliards de dollars. Eh bien, ces 15 milliards de dollars en nouveaux camions légers qu'on investit au Québec, ça nous en paierait des tramways. Alors, en fait, les tramways ne sont pas chers du tout. Ce qui coûte cher, c'est en fait les véhicules qui restent stationnés 23 heures sur 24 et qui sont polluants et qui seront bien plus difficiles à électrifier que le tramway. En fait, ce que moi, je suggérais, c'est en fait un retour en arrière. Parce qu'au Québec, à Montréal, on avait des tramways jusqu'à
de la fin du 19e siècle jusqu'à 1950 ou 60. On a démantelé ces tramways-là. On était capable de faire des tramways au 20e siècle, même au 19e siècle. À Montréal, ce serait étonnant qu'on ne puisse pas le faire au 21e siècle. Ça semble pourtant être des défis qu'on a de la difficulté à relever. Pour le transport des marchandises, ici, je vais vous mentionner une statistique. Là, regardez, ça c'est pour les pays de l'OCDE. Vous voyez le train ici, le transport des marchandises, le train comparé au camion. En moyenne, le train utilise de l'ordre de 90% moins d'énergie pour transporter 1 tonne sur 1 kilomètre que les camions. On parle beaucoup de camions électriques, on parle beaucoup d'hydrogène aussi ces temps-ci, mais en fait, une chose évidente qu'il faudrait faire, c'est simplement redévelopper le transport ferroviaire, autant pour le transport des marchandises que les personnes, pour pouvoir habiter les régions, commercer avec les régions avec une intensité énergétique extrêmement faible. Vous voyez, au Canada, on dépense 0,2 mégajoules par train pour transporter 1 tonne sur 1 kilomètre, tandis que par camion, c'est 2,4 mégajoules. Là, les autres, les barres que vous voyez, c'est dans les pays, la moyenne des pays de l'OCDE, c'est le petit carré. Et puis, vous voyez le maximum et le minimum. Il y a des grandes variations parce qu'il y a des trains inefficaces et des trains efficaces. Il y a des camions efficaces, des camions inefficaces. Donc, il y a plein de facteurs, mais d'une manière générale, les trains sont beaucoup plus efficaces, 90% moins d'énergie pour 1 tonne sur 1 kilomètre. Et on le sait, le CP, le CN n'ont pas développé de nouveaux corridors ferroviaires ces 50 dernières années. Au contraire, on ferme des corridors ferroviaires. Parlez-en aux Gaspésiens, des corridors ferroviaires qui ont été fermés. Ce sont des enjeux majeurs qui sont dans l'angle mort complet de nos gouvernements parce que c'est trop compliqué au niveau fédéral, provincial, municipal de gérer ces choses-là. Mais par contre, on a 30 ans pour réduire de 80-90% nos émissions de gaz à effet de serre. Et comme de fait, on a une technologie qu'on connaît, qu'on maîtrise parfaitement, qui a permis de bâtir le Canada, la technologie ferroviaire qui consomme en partant 90% moins d'énergie. Et évidemment, ça sera beaucoup plus facile d'électrifier des trains que des camions. Et alors, dans un certain sens, c'est une aberration de ne pas se précipiter là-dedans. Et je ne comprends pas qu'on n'en parle pas davantage. Évidemment, il va falloir des camions électriques aussi parce qu'il va falloir faire des livraisons pour le dernier kilomètre ou les derniers kilomètres autour. Donc, les camions électriques vont être essentiels. Mais si on veut continuer à avoir des transports dans nos régions, il va falloir avoir ce genre de véhicules. Dans les bâtiments, je n'ai qu'une diapositive, mais ce que je veux mentionner, c'est qu'on connaît aujourd'hui des technologies qui permettent de réduire de 90% notre consommation énergétique dans les bâtiments. Ça s'appelle le bâtiment passif. Aujourd'hui, on utilise environ 140 kWh par mètre carré par année dans un bâtiment conventionnel. Un bâtiment passif peut en consommer 15 kWh par mètre carré par an. Et comment on fait ça? Avec des enveloppes thermiques qui sont extrêmement performantes. On fait ça évidemment avec une ventilation parce qu'on veut avoir une bonne qualité de l'air dans notre maison. Donc, il faut bien ventiler, mais on peut ventiler, avoir des enveloppes thermiques qui sont performantes et étanches pour ne pas avoir des fuites d'air, mais on veut une ventilation, mais sans fuite d'air. Donc, on faut concevoir ces bâtiments-là de manière intelligente. On peut évidemment bénéficier de la chaleur solaire, avoir des panneaux solaires, de la géothermie, mais à la base, c'est vraiment l'enveloppe thermique des bâtiments. Ça se construit, ce n'est pas de la science-fiction. Il y en a qui se construisent aujourd'hui et coûtent à peine plus cher que les bâtiments actuels. On pourra évidemment et on devra faire aussi des rénovations profondes de notre parc de bâtiments actuels pour viser peut-être pas 90%, mais des décroissances de la consommation d'énergie dans les bâtiments extrêmement importantes. Sans quoi, ça va être extrêmement difficile d'atteindre nos cibles parce qu'on a besoin de toute notre énergie, même si c'est de l'énergie électrique qu'on a au Québec et qu'elle est propre pour chauffer nos bâtiments, on va avoir besoin de cette électricité dans d'autres secteurs, par exemple le transport, par exemple l'industrie, parce que les industries vont avoir besoin d'électrifier des procédés, d'utiliser davantage d'hydrogène. Pour faire cet hydrogène propre, il va falloir de l'électrolyse qui va demander de l'électricité. Tous les kilowattheures et térawattheures qu'on pourra libérer de nos bâtiments, on pourra les utiliser pour décarboniser les autres secteurs qui auront besoin d'électricité propre. Donc, on ne peut pas se satisfaire au Québec de l'idée que on chauffe nos bâtiments avec de l'hydro, donc ça ne pollue pas, donc on peut continuer à avoir des passoires comme enveloppe thermique, comme on a évidemment de manière dite de manière un peu caricaturale. Ce sont des passoires thermiques, nos bâtiments aujourd'hui, mais c'est un peu la réalité. On ne peut pas se contenter de se dire on a juste de l'hydro, on le continue comme ça, parce qu'on aura besoin de cette électricité propre dans d'autres secteurs. Donc, il va falloir densifier, évidemment, mettre fin à l'étalement urbain pour protéger les zones humides, protéger les écosystèmes,
protéger le territoire pour justement, en densifiant, ça va permettre de déployer des transports en commun et différents types de véhicules d'autopartage et de transport actif de manière beaucoup plus efficace. Comme je disais pour les industries, il va falloir réduire la taille des industries dans certains cas, parce qu'il va falloir arrêter ou diminuer notre surconsommation. Donc, forcément, si on surconsomme moins, on aura besoin de moins d'industries. Il va falloir décarboniser ces industries. On aura quand même besoin d'aluminium, quand même besoin d'acier. Mais cet acier-là, il faudra qu'il soit beaucoup plus propre et donc il y ait beaucoup plus d'hydrogène qui rentre dans la configuration des chaînes de production d'acier. Et en agriculture, je l'ai mentionné, moins de recours aux engrais azotés et consommer moins de protéines animales, ce qui ne veut pas dire de devenir tous végétariens, mais le gros steak que vous mangez peut-être plusieurs fois par semaine, eh bien, ça sera peut-être moins souvent, moins régulièrement. La gastronomie végétarienne nous offre plein de possibilités. Encore une fois, l'idée, ce n'est pas de tout le monde se mettre au tofu, mais de réduire les consommations de produits animaux parce que c'est clé. C'est 10% de nos émissions aujourd'hui. Il faut qu'on réduise de 80 à 90% pour 2050. Donc, il va falloir aussi en agriculture réduire nos émissions de gaz à effet de serre. On est très ambitieux dans notre lutte contre les changements climatiques. En conclusion, il le faut. C'est une nécessité d'être ambitieux. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on est très énergivore et donc on a des grosses marges de réduction qui sont plus faciles que pour des Européens qui consomment déjà beaucoup moins. Et pour atteindre nos cibles, en résumé, transformer nos transports, transformer nos bâtiments et transformer l'industrie et l'agriculture pour justement réduire, en améliorant notre qualité de vie, parce que je suis sûr que François, qui va commenter, va dire que tout ce que je propose va contribuer à notre santé. Et en fait, on peut le faire de manière très égoïste pour notre santé directe, individuelle, de façon très égoïste. Tout ce qu'on propose pour la lutte contre les changements climatiques, on devrait peut-être le présenter comme étant uniquement un programme pour améliorer la santé de la population québécoise et canadienne. Merci beaucoup, je vous remercie et je crois qu'on a une période de questions ou d'échanges qui suit. Oui, tout à fait. Donc, on va procéder avec les questions. On en a eu quelques-unes quand même là, au courant de votre présentation. La première provient de Mireille Bonin, donc, qui demande, c'est parce que nous avons l'hydroélectricité que nos gouvernements attirent les industries à très forte consommation d'énergie. Là, on parle du secteur de l'aluminium, de la sidérurgie, etc. Vous avez des commentaires? Mais oui, bien sûr, ça a été une stratégie de développement industriel qui est tout à fait légitime. C'est de dire on a des grands volumes d'hydroélectricité à très bon prix. On va attirer des industries. Le gouvernement continue d'avoir cette stratégie-là, donc c'est une stratégie historique. Ça peut être une bonne stratégie, il faut juste faire attention de ne pas brader notre énergie et de la vendre moins cher et de ne pas induire un développement industriel qui lui-même pose des dommages environnementaux à long terme. Mais oui, on a beaucoup de par habitant, on a plus de consommation industrielle au Québec parce que on a attiré des grosses industries. Mais la bonne nouvelle, c'est que la consommation énergétique industrielle au Québec, elle est largement décarbonisée parce que c'est beaucoup d'électricité, beaucoup de biomasse et le résiduel, c'est du gaz naturel et du pétrole, mais en des plus faibles proportions. Donc, on a une consommation industrielle qui est au Québec largement décarbonisée. Merci. Ensuite, on a Daniel Chatagnier qui demande le parc hydroélectrique peut-il absorber la consommation des transports actuels par électrification du parc de véhicules? C'est une bonne question, c'est une préoccupation qu'on a beaucoup. La réponse est à court terme, oui, parce qu'on n'est pas vraiment intéressé par les véhicules électriques au Québec, on est intéressé par les VUS, donc à court terme, les véhicules électriques qu'on vend en quantité croissante, eh bien, ils ne posent pas de problème. Évidemment, si on atteint les objectifs de vente de véhicules électriques, ça va commencer à poser des enjeux. L'avantage d'un véhicule électrique, c'est qu'il est extrêmement efficace. Le moteur électrique est plus efficace que le moteur à combustion interne, donc on n'a pas tant d'énergie que ça qui va être utilisé par les moteurs électriques. C'est de l'ordre de 5 TWh. Si on avait 2 millions de véhicules électriques, ce serait de l'ordre de 5 ou 6 TWh. Au Québec, on consomme près de 175 TWh d'électricité. Donc, vous voyez, si en électrifiant 2 millions de véhicules à essence, eh bien, on aurait 5 TWh de plus sur une consommation de 175 TWh. C'est presque une goutte d'eau. Par contre, ce qui va poser des enjeux, c'est la gestion de la pointe. On doit se rebrancher en arrivant chez soi à 6 heures le soir. Quand c'est l'hiver et qu'il fait moins 25 et que tout le monde cuisine et se chauffe à 6 heures le soir, et si on branche nos véhicules électriques et qu'il y en a 2 millions, ça fait un appel sur le réseau, un appel de pointe qui va être très difficile à gérer, d'autant plus qu'on n'a pas de tarif incitatif pour ne pas le faire. Donc, techniquement,
ça serait très gérable, mais le problème, c'est qu'on n'a pas les structures tarifaires et les incitatifs pour amener les gens à changer leur comportement. Donc, il va y avoir des enjeux de tarifaires ou pour justement amener les gens à faire ça. Et donc, l'électrification des transports ne va pas poser un problème d'énergie, ça va poser un problème de gestion de la pointe qu'on peut réaliser, mais ça va demander aux consommateurs québécois d'accepter qu'on joue dans leurs tarifs pour les inciter à se brancher la nuit plutôt que le jour. Merci. On a encore beaucoup de chemin à faire, je pense. Donc, une autre question de Mireille Bonin qui dit plus de ferroviaires, soit, mais pour le transport des personnes et pas pour le transport de pétrole et autres matières dangereuses qui passent au milieu de nos villes. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Oui, c'est-à-dire, on a beaucoup parlé de transport ferroviaire par train. Alors, mais la bonne nouvelle, c'est que si on fait ce qu'il faut en transport, c'est-à-dire qu'on passe à une mobilité durable, eh bien, le pétrole va disparaître de lui-même. On n'aura plus vraiment à se préoccuper du transport du pétrole. Parce que le pétrole, on l'a vu peut-être dans ma première diapositive, une de mes premières diapositives, le pétrole au Québec et au Canada, ça va essentiellement pour le transport. Donc, si on décarbonise le transport, on n'aura plus besoin de transporter de pétrole. Parce qu'on ne va juste plus importer de pétrole au Québec. Donc, les pipelines seront vides, les trains n'auront plus de wagons de pétrole. Donc, oui, il y a des matières dangereuses, mais le transport ferroviaire, comme le transport par pipeline, d'une manière générale, est très fiable. Le problème qu'on a eu au Québec, là, à Lac-Mégantic, c'est justement le désinvestissement des gouvernements et des industries, le désintérêt qu'on a pour le transport ferroviaire, nous a amené à un déclin de notre vigilance dans les normes de sécurité. Et c'est surtout ça le problème, c'est le déclin de notre vigilance dans la sécurité du transport ferroviaire qui a causé les enjeux qu'on connaît. Mais donc, je dis, il faut, parce que ma réponse, c'est pas tant qu'il faut décréter qu'il n'y aura plus de transport de produits pétroliers par train, c'est qu'il faut être vigilant sur le transport dans les normes de sécurité. Et si on réussit à avoir une mobilité durable, on aura moins de transport de produits pétroliers, donc on n'aura plus ces enjeux-là. Il y aura d'autres produits dangereux, mais là, il faut qu'il y ait des normes strictes pour le transport de produits dangereux. Merci. Donc, je crois qu'il reste 2 questions. La prochaine vient de Joanne Elsner. Quelles seraient les principales mesures à mettre en place pour diminuer le nombre de VUS sur la route? Bien, on a souvent discuté des bonus-malus. Personnellement, je suis en défaveur complète de bonus, du système bonus-malus. Je pense qu'il faut au contraire juste des malus, des petits malus et des gros malus. Parce que, donc en fait, ce que ça veut dire, un bonus-malus, c'est qu'on donne de l'argent, on subventionne des petits véhicules, des véhicules qui sont performants d'un point de vue environnemental, et on met un malus, on rajoute une taxe sur les gros véhicules. Donc moi, je ne suis pas pour les bonus, il ne faut pas de bonus. Un véhicule privé, il ne faudrait pas le subventionner d'aucune manière que ce soit. Et les gens doivent payer le prix que ça coûte un véhicule privé. Et je dirais, si c'est un petit véhicule économe, eh bien, il ne faut pas mettre de malus là-dessus, ou un petit malus, et des gros malus, comme l'Europe le fait, qui augmentent de façon exponentielle. Plus vous avez des gros véhicules lourds, plus vous les taxez. Évidemment, si vous êtes plombier, vous êtes fermier, ça ne s'applique pas à vous. Donc, n'ayez crainte, ceux qui ont vraiment des usages professionnels de leurs gros véhicules, de leur F-150, ils ne vont pas payer le gros malus. Mais les gens qui ont un F-150 pour épater leurs voisins, ils devraient payer le malus pour justement pouvoir financer du transport en commun, financer le tramway qu'on trouve qui coûte cher, même s'il ne coûte pas cher, pour faire ces choses-là. Je sais que c'est très impopulaire, ces malus-là, ces taxes, c'est de l'éco-fiscalité, mais changer nos habitudes, ça ne va pas être populaire. Parler à tous les fumeurs, est-ce qu'ils avaient le goût de changer, d'arrêter de fumer? Non, ce n'est pas populaire, mais c'est difficile, ça demande des efforts. Est-ce qu'on regrette d'avoir arrêté de fumer? Non. Est-ce qu'on va regretter d'avoir réduit nos émissions de gaz à effet de serre? Jamais. Il n'y a pas un pays qui va se dire « j'aurais dû continuer d'augmenter mes émissions de gaz à effet de serre ». Donc, ce ne sera pas de regret, mais ça va demander des efforts, de l'explication, de l'accompagnement pour justement qu'il n'y ait pas de groupes sociaux qui soient pénalisés par cette transition-là. Merci. Ensuite, pour la dernière question avant le panel, d'ailleurs, je voulais vous informer aussi, le panel, étant donné qu'on a une invitée de l'Europe, le panel va se tenir en anglais. Donc, les questions vont être en anglais et tout. La dernière question donc, de M. Daniel Châtaignier, mais la biomasse ne pourra pas absorber ça sans détruire les sols. Donc, on parle évidemment des émissions de GES, j'imagine.
Mais j'avoue ne pas comprendre la question parce que donc ici, il y a, dans tout ce que j'ai dit, il n'y a pas d'exploitation plus grande de la biomasse, mais il y a un meilleur usage de la biomasse. Donc, je ne me fais pas du tout un apôtre à la déforestation pour faire de l'éthanol ou pour cultiver des champs de maïs pour faire de l'éthanol de maïs au Québec. Là, on en fait déjà, on fait déjà au Québec de l'éthanol de maïs, mais évidemment, il faudrait passer à de l'éthanol de deuxième génération, troisième génération, avec de la biomasse forestière qui n'est pas forcément valorisée. On a beaucoup de dépotoirs de copeaux de bois, par exemple. Il y en a qui existent au Québec, qui ne sont pas valorisés. Il y a beaucoup de déchets. Enerkem développe des technologies justement pour faire de l'éthanol avec des déchets qu'aujourd'hui on enfouit au Québec. Donc, on a des gisements de biomasse ou de déchets qu'on pourrait transformer en éthanol qu'il faudrait faire. Et c'est un petit peu de ça à quoi j'ai fait allusion, mais très peu. Donc, en fait, je ne comprends pas vraiment cette question. Non plus. Peut-être c'est en lien aussi avec, je dirais, la gestion de matières résiduelles organiques. Peut-être qu'on pourrait discuter un petit peu plus de ça. Donc, je crois que ça conclut pour aujourd'hui, mais la période des questions, il est déjà 11 heures, donc je pense qu'on va pouvoir passer au panel. Donc, j'inviterai là tous les panélistes à pouvoir ouvrir leur micro et leur caméra pour qu'on puisse procéder.